Voilà, petite vidéo sur les sprites et sur les variables. Enfin, on va surtout parler des sprites parce que les variables, ça a l'air de vous passer au-dessus de la tête, mais vous allez voir que c'est quand même vachement utile. Donc, qu'est-ce que c'est que ces histoires de sprites? Eh bien, c'est une façon facile d'avoir plusieurs éléments sur une image. Donc, comme vous pouvez voir ici, alors je vais essayer d'ouvrir, voilà, la fenêtre. Donc, c'est une image qui a été faite dans Photoshop et il y a plusieurs éléments sur cette image. Donc, c'est une image qui a un fond transparent, hein, Photoshop, fond transparent. Donc, le calque en dessous, calque 0 n'existe pas. Enfin, voilà, on a calque 1, calque 2, etc. Mais on a enlevé le fond. Et en fait, avec le système de sprite, on peut diviser cette image en plusieurs éléments. Donc si je reprends ici dans mon dossier image, donc j'avais placé mon image par défaut quand vous chargez votre image, donc ou quand vous importez l'image, ou quand vous sauvez votre image dans le dossier image et que vous ouvrez Unity et qui met son dossier à jour, il va le prendre par défaut, exactement. Donc ce sera une image 2D et vous n'avez pas le système de sprite. Vous n'avez pas le sprite editor ici qui apparaît, le bouton qui apparaît. Donc vous devez changer le type d'image en sprite. Et à partir de là, vous avez le choix entre un sprite single, c'est-à-dire qu'il va prendre toute l'image comme une seule image. Bon, l'avantage du sprite single, c'est que vous avez la transparence automatique, donc vous ne devez pas jouer sur du matériel, etc., alpha et compagnie, on oublie. Donc il le prend directement, mais dans ce cas-ci, l'idée c'est plutôt d'être face à plusieurs éléments, donc multiples, le sprite mode multiple. Donc à partir du moment où vous avez fait ces réglages, vous devez appliquer les réglages. Bon, si vous ne le faites pas, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir Unity qui va vous le rappeler euh, avant que vous fassiez autre chose d'autre. Donc vous aurez d'office à appliquer les changements. Et une fois que vous avez appliqué ces modifications, vous pouvez ouvrir le Sprite Editor. Bon, moi ici tout le travail a été fait, mais l'idée c'est qu'avec la souris, clic gauche, vous allez tracer des rectangles autour des différents éléments. Donc ici c'est un rectangle vide, mais bon, imaginons qu'il y ait quelque chose là, et je peux lui donner un nom. Je n'ai même pas besoin d'appuyer Enter pour valider, le fait de taper un nom, ça suffit, il y aura un nom. Donc ici, chaque élément est répertorié, voilà, et si je prends une sélection qui a déjà été faite, je peux changer sa taille. L'important évidemment c'est que chaque sélection soit séparée et que dans cette sélection-ci, je n'aille pas chercher des éléments d'une autre partie de mon image qui ne m'intéresse pas. Donc l'idée c'est de évidemment préparer les choses pour que tout soit sélectionné en carré parce que, ou en rectangle, enfin bref, on ne peut pas sélectionner en commençant en dessinant une sélection ou en disant ben voilà, je veux cet élément-là avec toutes ces courbes et toutes ces lignes, comment dire, non droites, ça ne marche pas. Ce sera chaque fois un carré. Donc dans ce cas-ci, on voit, hein, c'est vraiment la forme qui prend l'espace, c'est une bounding box, on dirait. Et donc, une fois que vous avez fait tout ça, vous appliquez votre découpage. Alors, il y a moyen de faire un découpage automatique, mais par exemple, dans le cas du texte, il va séparer chaque lettre, ce qui n'est pas forcément ce dont vous avez envie. Donc, vous appliquez, et quand vous avez appliqué, votre image est devenue un dossier de sprite. Donc, vous avez une petite flèche, vous pouvez l'ouvrir, vous avez tous les sprites qui sont là. Et si je prends un sprite, prenons le tableau 1, je le mets dans la scène, paf, voilà. Donc je vais me placer et donc c'est un objet 3D, enfin quasiment. Il n'a pas toutes les propriétés d'un objet 3D, donc il y a des choses qui ne fonctionneraient pas. Euh, c'est un sprite render, c'est pas un mesh render, donc vous n'avez pas la possibilité de mettre de la dynamique dessus ou des choses comme ça. On ne peut pas en faire un trigger, enfin voilà. Donc si je voulais que ça déclenche quelque chose quand je clique dessus, donc on a une action qui s'appelle mouse pick
qui permet, donc quand je clique sur un objet, que ça puisse déclencher des événements. Il faudrait que je passe, plutôt que de le faire sur le sprite, je passerai sur une box, donc un trigger qui serait... ce serait pas un trigger, là, ce serait plutôt un picker qu'un trigger. Mais enfin bon, donc l'idée c'est que la box serait autour et c'est la box que je choisirais. Donc évidemment, pour que ma box ne soit pas vue, mais soit sélectionnable, enfin vous voyez le truc. Donc peut-être la mettre derrière, ou peut-être mettre un plan derrière, pas forcément une box, mais un plane à la place, voire même un plane un peu plus grand qui fait un peu cadre dans le cadre de mon ici de mon tableau. Et en fait, en cliquant sur la zone, automatiquement je déclencherai une action, par exemple. Donc ça, ce sont les sprites. C'est quelque chose de super utile. Donc vous avez des images ou vous avez du texte, et l'avantage de ce texte, c'est à la différence du texte UI, c'est que ce texte, il va suivre tout à fait la taille de la caméra, ce qui n'est pas le cas de du UI texte, qui lui est un peu différent. Donc si je prends ici, on voit ici New Text. Si je commence à varier, on voit que ce New Text, des fois, hop, il disparaît. Donc il est là quelque part. Donc je peux le placer voilà, en droite à gauche et compagnie. Mais si je veux commencer à avoir ce texte qui ne bouge pas, eh bien il va falloir que éventuellement je commence à scripter les choses et à faire en sorte que ce texte soit fixé quelque part. Donc c'est une autre façon de faire. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de plutôt utiliser justement ces sprites pour pouvoir afficher du texte. Ça veut dire les avoir préparés dans Photoshop avec des fonds. Et comme vous avez vu ici, mon image, donc c'est une image qui fait 2048 sur 2048. Bon, elle est tout de suite un peu lourde. Elle fait quoi? Elle fait 4 mégas. Enfin, un peu lourde, ça va. 4 mégas, c'est pas trop lourd, mais ça, voilà, ça n'empêche. Donc les sprites, super, super intéressant. Quand on parle de variables maintenant. Les variables sont intéressantes. Pourquoi elles sont intéressantes? Parce qu'elles vont vous permettre d'enregistrer certaines choses. Elles vont vous permettre, par exemple, avec les variables integer. Donc integer, c'est... je vais placer cette... voilà. Alors, je vais peut-être cacher le reste ou simplement le supprimer. Comme ça, on verra un peu de quoi il s'agit. Voilà, donc si je prends ma variable integer, qu'est-ce que c'est que cette variable? Je vais peut-être un peu la rapprocher de la caméra, blabla, voilà, comme ça on la voit un peu mieux. C'est une variable qui enregistre des chiffres entiers. Donc un chiffre entier, hop, voilà, 983 par exemple, c'est un chiffre entier. Il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de... ce n'est pas 983,3, etc. Dans le cas d'une virgule, on parle alors de float. Donc si je prends... hop... un float, c'est un autre type de variable. Et là, l'exemple type du float... et je reset et je descends. C'est un chiffre avec une virgule et des chiffres après la virgule. Et donc, quelles sont les utilités de ces deux variables? Par exemple, avec un integer, vous allez pouvoir enregistrer le nombre d'objets que le visiteur aurait ramassé, par exemple. Avec le float, vous allez pouvoir enregistrer une position en X ou une position en Y ou une position en Z. Avec le float, vous allez aussi pouvoir faire des calculs peut-être un peu plus complexes en fonction, si vous voulez, une angulation peut-être qui ne soit pas juste de 5 degrés, mais un peu plus variable. Enfin voilà, on peut utiliser cette donnée pour récupérer ou pour calculer des choses. Par exemple, si vous enregistrez la position d'un élément, il sera forcément enregistré avec des variables float, c'est-à-dire avec des chiffres
qui ont des virgules. Même si dans l'absolu l'objet est placé à une distance avec des chiffres entiers, genre 10, 10, 10, eh bien ce sera quand même 10,00, 10,00, 10,00 pour x, y et z. Et d'ailleurs, il y a une manière d'enregistrer ça en une seule fois, plutôt que de l'enregistrer sur 3 variables. On l'enregistre sur une variable, une variable vecteur 3. Je vais doucement cacher le float. Voilà, désactivons. Désactivons aussi l'integer et son exemple. Et donc le vecteur 3. Donc le vecteur 3, c'est quoi? Ce sont des valeurs en x, y et z. Donc voilà ce que ça donne. Hop. En une seule variable, j'enregistre la position du x, du y et du z. Donc au lieu de passer par un float pour x, un float pour y, un float pour z, je peux en une seule variable enregistrer x, y, z. Et donc ça c'est très très intéressant pour positionner un objet, pour se déplacer en un coup vers un endroit précis. Prenons l'exemple, par exemple, votre visiteur va partir quelque part, il arrive dans un endroit et hop, il est projeté ailleurs. La caméra, on est sur une autre caméra, on est sur autre chose, puis on revient sur le visiteur, mais il doit être à un endroit précis. Eh bien, on va le positionner avec une variable vecteur 3. Si par exemple vous quittez une salle et vous revenez dans cette salle par une porte, mettons la porte de derrière, appelons ça comme ça, eh bien, pour être sûr que vous réapparaissiez dans la porte de derrière, on peut faire en sorte que avec une variable vecteur 3, on enregistre votre position exactement là où vous êtes. Quoique là, il faudrait quand même passer par une astuce pour pouvoir passer d'une scène à l'autre, c'est un peu plus compliqué, mais si vous avez le souci, on en parlera. Alors, donc, ça ce sont les variables, il y en a encore des variables booléennes. Les variables booléennes, c'est ce qui est vrai ou faux, ou 1 ou 0, ça revient au même. Donc l'idée c'est, par exemple, avec ces variables, de pouvoir vérifier si une condition est vraie ou n'est pas vraie. Genre, je suis en train de visiter la salle. Ah, je sors, je ne suis plus en train de visiter la salle. Et donc, quelque part, je suis sorti. Quand je vais re-rentrer, il y a des choses qui se seront remises à zéro parce que quand je reviens dans la salle, je peux recommencer l'expérience, par exemple. Enfin, cela dit, dans le cas qui nous occupe, quand on revient dans la salle, on reset tout. Mais on peut imaginer quelqu'un qui fait semblant de sortir et puis qui fait marche arrière, etc. On a déjà discuté avec certains d'entre vous. Ça peut être intéressant de checker qu'effectivement la personne sort vraiment ou ne sort pas vraiment. Il y a toujours ce petit emmerdeur auquel il faut penser, celui qui va essayer de casser votre truc et qui va essayer de faire en sorte que ça ne marche pas. Et donc, il faut le contrer. Il faut toujours penser à cette personne qui va, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui veut le faire. Et donc, voilà, il faut enculer ce bâtard. Donc, revenons à nos histoires un peu plus sérieuses. On a donc vu ces différentes variables. Et vous pouvez donc les utiliser pour enregistrer des choses. Comment est-ce que ça se passe? Eh bien, imaginons que voilà, je me promène dans l'espace et ici, je vais attraper des objets, des fleurs, des pièces d'or, des bananes, enfin ce qu'on veut. Chaque fois que je vais en attraper une, je vais avoir une valeur integer qui va être ajoutée, enfin qui va être augmentée de une unité. Et donc j'ai des actions pour ça. Donc si je prends un GameObject, histoire de pouvoir créer un FSM. Et donc, je peux faire un set integer. Et donc là, je définis
cet integer value, voilà, je définis la valeur d'une variable integer. Si je n'en ai pas, je la crée avec la possibilité, oui là je suis un peu hors champ, voilà. Donc si je n'ai pas de, comment dire, si je n'ai pas la variable, je peux la créer et je peux lui donner une valeur, mais je peux aussi ajouter, donc si je fais un @integer, je peux ajouter à une valeur existante un certain nombre. Genre par exemple dans le cas de mes bananes ou de mes pièces d'or, et ben voilà, hop, je rajoute 1 parce que j'ai ajouté un élément à mon répertoire. De la même manière, ça marche aussi avec non plus des variables integer, mais avec des variables float. Je veux dire, je peux ajouter aussi des chiffres à des variables float. Je suis à une certaine position en x, je veux me retrouver dans une position plus 1 sur l'axe des x, eh bien je peux ajouter 1 à ma position en x si je l'ai sauvé en tant que variable float et que j'additionne. Je fais un add float value et je peux additionner une variable. Donc les variables sont super importantes parce que ça vous permet non seulement d'enregistrer des données, de vérifier des données, mais aussi de faire évoluer les différentes actions que vous faites. Donc on fera éventuellement, enfin pas éventuellement, on fera très certainement une évaluation de ce que vous avez fait, de ce qui reste à faire pour que ça fonctionne au niveau de votre salle et on verra comment on peut améliorer l'interactivité à laquelle vous avez pensé ou même peut-être la rendre simplement possible justement à l'aide de ces variables et à l'aide de aussi des sprites. Donc, rappelez-vous que pour mercredi, vous devez avoir un package avec votre salle et une certaine interactivité, parce que à partir de mercredi, je vais assembler les différentes salles, et si je n'ai pas votre salle, vous avez raté votre année. À très vite.